Il y a 8 siècles, le Louvre est une forteresse, construite vers l'an 1200 par Philippe Auguste. La grosse tour marque la puissance royale. Les fossés portent encore aujourd'hui les traces laissées par les ouvriers bâtisseurs. À 2 pas de là, l'école de Notre-Dame rassemble des théologiens et des artistes. Perrotin invente les premières polyphonies, encore marquées par le chant grégorien des moines. « 400 ans plus tard, le Louvre devient pleinement un lieu de vie et de fête. La musique baroque y rayonne, comme nous le rappelle l'ensemble Correspondance. Au Moyen-Âge, le Louvre est encore un château fort. Saint-Louis l'embellit comme en témoigne une salle basse. Puis Charles V fait percer des fenêtres et orner les façades. La musique des trouvères résonne encore, comme une respiration. Un siècle passe. Paris s'agrandit, devient bientôt la plus grande ville d'Europe. Mais les rois de France comme Charles VII, Louis XI, Louis XII délaissent le Louvre. Vient le règne de François Ier. Il affirme sa personnalité. Il fait démolir la grosse tour et demande à l'architecte Pierre Lescot de modifier le palais. Lorsque François Ier meurt, les travaux ont à peine commencé. Pourtant, son souvenir reste vivace. Au XIXe siècle, on installe un vitrail tout à sa gloire qui célèbre son humanisme, sa culture et son goût du luxe. C'est son fils Henri II qui, avec son épouse Catherine de Médicis, est le principal artisan du renouveau. En 1547, il demande à Pierre Lescot et au sculpteur Jean Goujon de faire du Louvre un palais royal en alliant la tradition française et l'esprit de la Renaissance italienne. La salle des Cariatides est officiellement destinée aux réceptions et sera pendant près d'1 siècle le théâtre des ballets de cour, comme celui de la reine.
Sous le règne d'Henri II, l'absolutisme royal se renforce, mais les finances du royaume s'affaiblissent et la répression du protestantisme s'accentue. 1559, Henri II meurt accidentellement. Veuve inconsolable, Catherine de Médicis voit ses fils se succéder sur le trône de France. François II, puis Charles IX, et enfin Henri III. Au bout des terrains qui jouxtent le Louvre se trouvent d'anciennes tuileries. C'est là qu'elle fait construire par Philibert Delorme et Jean Bulan une nouvelle demeure. Le Palais des Tuileries. Malgré ses efforts, Catherine de Médicis ne parvient pas à apaiser les tensions religieuses. Le massacre de la Saint-Barthélemy a lieu le 24 août 1572. François Dubois, peintre protestant réfugié à Genève, en attribue l'entière responsabilité à Catherine de Médicis, qui regarde ici des cadavres devant une porte du Louvre. Une interprétation sous le coup de l'émotion, nuancée par les recherches historiques. La reine est aujourd'hui en partie réhabilitée. Le compositeur protestant, Claude Goudimel, est parmi les victimes. Après Charles IX, le dernier fils de Catherine de Médicis, Henri III, assoit difficilement son autorité face à la Ligue catholique. Il doit fuir le Louvre et Paris. Lorsqu'il meurt en 1589, l'héritier légitime du trône est le roi de Navarre, Henri IV, lui aussi descendant de Saint-Louis. La dynastie des Bourbons succède à celle des Valois. Sacré en 1594, après avoir abjuré sa religion protestante, Henri IV met fin aux guerres de religion. S'il est sensible à la beauté des femmes, comme celle de Gabrielle d'Estrées, il l'est aussi à toutes les formes d'art. Il encourage les poètes, les peintres, les musiciens. Son grand projet est de transformer le Louvre en un immense et magnifique palais. Il fait édifier le long de la Seine une galerie pour unir le Louvre aux Tuileries. Son fils, le futur Louis XIII, fait du premier étage sa salle de jeu. Il parcourt les 460 mètres dans un petit carrosse tiré par des chiens et joue avec le chameau qui a été offert à son père. Devenu roi en 1610, Louis XIII se plaît au Louvre. Il fait prolonger l'aile Lescaut et construire le pavillon de l'horloge. Dans la salle des cariatides se succèdent fêtes et ballets. Le roi aime danser et compose lui-même de la musique comme celle des Gascons. Les ballets sont une mise en scène de la cour. Dans le ballet des triomphes, qui évoque les succès de Sa Majesté, défilent les ombres des courtisans défunts.
Louis XIII meurt. Le rituel des ballets demeure. En 1653, là où figure aujourd'hui la colonnade, est donné le ballet royal de la nuit. À 6 heures du soir, la nuit ouvre le spectacle de plusieurs heures. Après le récit de la nuit, suivent les divertissements galants, les chroniques d'amour et les songes nocturnes. Lorsque l'aurore se lève, Louis XIV, âgé de 15 ans, apparaît en soleil levant.
En 1661, après un incendie, le roi fait édifier la galerie d'Apollon, où les peintures de Charles le Brun associent son pouvoir au soleil. Les artistes se produisent au Louvre. On joue de la musique italienne, notamment celle de Francesco Cavalli. À partir de 1666, la cour s'établit peu à peu à Versailles. Au Louvre, écrivains, peintres et sculpteurs prennent maintenant toute la place, ou presque. L'Académie royale des sciences et l'Académie d'architecture s'y installent également. Les musiciens, eux, restent sous la tutelle de Lully, surintendant de la musique du roi. En 1725, des musiciens créent une société autorisée à donner des concerts publics, nommée le Concert spirituel. Ils jouent aux Tuileries, au premier étage du pavillon central, et rencontrent un grand succès. Les symphonies de Haydn figurent à leur programme, dont La Reine, la préférée, dit-on, de Marie-Antoinette. Au XVIIIe siècle, le Louvre accueille déjà une partie des collections royales. Le peintre Hubert Robert imagine comment aménager la Grande Galerie. Louis XVI et sa famille résident à Versailles. Marie-Antoinette fait parfois des escapades à Paris ou bien se réfugie au Trianon, où elle chante et joue de la harpe. L'air nostalgique d'Orphée, de Gluck, lui rappelle son enfance. À Vienne, elle fut son élève. « 1789. La Révolution éclate. La foule conduit la famille royale de Versailles aux Tuileries. En 1792, le peuple attaque les Tuileries. C'est la chute de la royauté. Un an plus tard, les trésors du Louvre sont exposés aux yeux de tous. Le Muséum central des arts de la République ouvre officiellement au public dans la Grande Galerie. Deux mois après le coup d'État du 18 Brumaire, Bonaparte, premier consul, s'installe aux Tuileries. Il est sacré empereur en 1804.
ne fera pas du Louvre sa résidence. Dans son élan de réformateur bâtisseur, il décide de léguer à la postérité le plus beau musée du monde. Sous l'Empire, les architectes Percier et Fontaine transforment le musée. En mémoire de la victoire d'Austerlitz, ils érigent un arc de triomphe, l'arc de triomphe du Carrousel. Le nom n'est pas choisi au hasard. L'arc est construit à l'endroit même où, quelques décennies plus tôt, le roi Soleil avait ébloui le monde lors du Grand Carrousel de 1662. Napoléon avait-il en tête les images de cette fête fastueuse ? Durant 2 jours, une foule immense avait admiré les quadrilles qui défilaient. Les troupes représentaient différentes nations. Louis XIV était en empereur romain. Les autres princes paradaient à la tête de Perses, d'Indiens, de tribus d'Amérique et de Turcs. Mentre la terra di un caurida guerra giadine quasi ambiera infagirei ne beati benedicti Maria che Luigi ancor Cinzia di più bei cantori noi testimoni e l'esse di quei spiegar fa caligi onori. Ad il re feria scende, su dunque, fratelli, attenti,
Comme Louis XIV, Napoléon cherche à rester dans l'histoire. Pour se légitimer et avoir une descendance, il épouse Marie-Louise d'Autriche, une princesse de Habsbourg. Il veut un mariage fastueux. Il exige qu'il ait lieu au Louvre. 8000 personnes sont massées dans la grande galerie pour admirer le cortège. À la Restauration, Louis XVIII séjourne aux Tuileries, le palais de ses ancêtres Bourbons. Au Louvre, le salon de 1819 est le théâtre d'un affrontement artistique. D'un côté Girodet, avec son Pygmalion et Galatée. De l'autre Géricault, avec le radeau de la Méduse. Le néoclassicisme tranquille, comme la musique de Boieldieu, face au romantisme tourmenté, comme le sera la musique de Berlioz. Au début du XIXe siècle, le musée gagne du terrain. De nouvelles sections ouvrent. Le musée égyptien confié à Champollion sera créé à l'initiative de Charles X. Il est le dernier des rois de France à être sacré à Reims. Avec une messe de couronnement signée Cherubini. Déjà illustre sous Louis XVI, Cherubini est le compositeur officiel, décoré au Louvre par le roi, en même temps que d'autres artistes comme Ingres, Boieldieu, Rossini. Charles X est chassé par la Révolution de 1830. Le peuple de Paris attaque le Louvre. Eugène Delacroix s'inspire de l'insurrection pour une de ses plus célèbres toiles, La liberté guidant le peuple. Louis-Philippe, à son tour, règne depuis les Tuileries. Le Louvre est réservé aux expositions qui ont souvent lieu dans le Salon Carré, d'où le nom de salon, utilisé depuis un siècle et encore aujourd'hui. En 1841, le petit-fils de Louis-Philippe est baptisé à Notre-Dame avant un grand concert officiel donné au Louvre. Rossini est là, on joue l'ouverture de La Pie voleuse. « 1852. Dès qu'il est proclamé empereur, Napoléon III fait transformer le palais. Une aile complète la fermeture de la cour et réunit le Louvre aux Tuileries. L'appartement du ministre d'État reflète le luxe et la magnificence dont l'empereur part son règne. Non loin des officiels qui fréquentent le Louvre et les salons, poètes,
peintres et musiciens aiment flâner dans le jardin des Tuileries. Les impressionnistes s'y sentent bien. On écoute la musique de Waldteufel. On rêve de refaire le monde. Le Second Empire renversé, la République est proclamée en 1870. Les Parisiens se soulèvent contre l'Assemblée nouvellement élue. C'est la Commune de Paris. Les émeutiers détruisent des symboles du pouvoir, dont les Tuileries. La chanson écrite par Jean-Baptiste Clément restera dans l'histoire. Les ruines des Tuileries une fois évacuées, le Louvre regagne peu à peu sa sérénité, celle que les airs de cour faisaient naître 2 siècles plus tôt. La grâce et la beauté prennent le dessus. À la toute fin du 19e et au début du 20e siècle, le musée resplendit. Claude Debussy est un visiteur assidu. Souvenir du Louvre est le titre de l'une de ses images oubliées. « 1989, bicentenaire de la Révolution française et inauguration de la pyramide construite par Yeo Ming-pei. Cette fois-ci, c'est pour la gloire du Louvre que la Révolution a lieu. Avec la pyramide, le musée est complètement transformé. En 2008, Pierre Boulez dirige l'Oiseau de feu sous la pyramide. Lieu de pouvoir jusqu'en 1870, le Louvre devient définitivement l'espace de tous les arts.
Ora